Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour et nous sommes toujours avec Sheila, Anthony et Julien. On a parlé tantôt du paranormal avec des visites d'endroits hantés, mais on a parlé un peu plus technique au départ et tout. Mais là, ça serait intéressant d'avoir un petit peu de croquant, si on peut dire. Si vous avez quelque chose qui vous a vraiment impressionné, là, est-ce que quelqu'un parmi vous peut commencer? Ben ouais, moi je peux commencer. Oui. Ben souvent, moi, qu'est-ce que j'ai, c'est des... qu'on parlait tantôt ressenti, chair de poule et tout. Ben, il y a une expérience que j'ai eue, je pourrais dire ça, avec une ancienne équipe. On était dans les bois de... Je peux-tu dire un endroit? Ou... Oui. Oh, oui. Oh, oui. Oui, c'est peut-être juste des noms de quelque part personnes. dans un bois à Baie-Saint-Paul. Et puis, je te dirais que c'est là-bas où j'ai eu le plus peur. Oh, oui. On était censé d'arriver vers le site. On s'était comme ramassé devant une, comment dire ça, une lisière de bois, un peu clairière. Puis ça s'est mis à shaker. Puis moi, je fais Qu'est-ce qui shakeait? Pardon? Qu'est-ce qui shakeait? Les arbres. Il y a eu une genre de vibration là, énorme. Là. OK. Puis, ben souvent, comment dire ça, ce personnage-là, moi, je l'appelle comme le Prédateur. Le film, là, avec Arnold Schwarzenegger. Oui. Parce que c'était invisible. Ben, je l'ai carrément entendu sauter de l'arbre, courir vers moi. Ben, je l'ai jamais vu, mais je suis sûr qu'il m'a regardé. On me l'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Okay. On dirait qu'on est arrivé sur un site là, qu'on a dérangé, puis que il voulait pas qu'on soit là. Puis ça nous a suivis jusqu'à temps qu'on sorte du bois. Ben, j'ai jamais eu de répercussions par après. C'était carrément comme un avertissement à l'évident. Ben, c'est assez impressionnant. Oui. OK. Puis ça, est-ce que ça t'a suivi même quand tu es parti de là ou ça a resté là-bas? OK. C'était vraiment un avertissement, on va dire. On les a surpris, eux autres aussi. Là. Parce que quand on marchait, on se sentait suivi dans les bois aussi. Comme si c'était un autre qui est arrivé. Fait que dans le fond, c'est arrivé tout de suite quand tu as commencé à y aller, tu as ressenti tout de suite. Il y avait des petits phénomènes dans le bois, là, on se sentait un peu suivi. Fait que dans le fond, tu n'étais pas la bienvenue pantoute, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. OK. Ben, c'est le fait de... Tu ne voyais pas, mais tu sentais vraiment qu'il te regardait. Quoi. OK. Ça a compé, je pense, que quand on le voit pas, que quand on le voit, tu sais. Non. Ouais. Fait que quand on se sent observé comme ça, puis qu'il y a des événements qui se passent, puis que c'est pas normal, là, c'était plus que juste... C'était pas subtil du tout. Là c'était vraiment quelque chose de plus... Ouais, c'était limite intelligent. Ouais. OK. Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut... Ça avait fini? Oui, OK. Ouais, ben, je peux y aller. Moi, j'en ai deux petites expériences. Il y en a une avec Sheila et Julien. On était au cimetière du Mont-Royal. Puis, on va des fois entendre en paranormal ce qu'on entend des voix désincarnées. Donc, la voix désincarnée, c'est pas quelque chose qu'on capte avec nos appareils. Des fois, les appareils peuvent les capter, mais c'est quelque chose qu'on entend avec nos propres oreilles. Oh. Et puis, on était au cimetière du Mont-Royal, on était dans une rangée de tombes quelconque et on a entendu vraiment un cri d'Amérindien. Vraiment comme quelqu'un là qui faisait un cri de ralliement, comme un guerrier amérindien. Puis on est trois à avoir entendu ce cri-là. Donc là, on se regarde tous, puis as-tu entendu ça, as-tu entendu ça? Puis on est en plein milieu du cimetière du Mont-Royal, donc on n'est pas dans une zone habitée, on n'a pas des gens qui jouent aux cowboys et aux Indiens quelque part. On est vraiment, puis on venait juste de parler avec une équipe d'enquêteurs qui était là dans cette activité-là, qui justement, il y avait une forte présence amérindienne dans cette région-là à une certaine époque dans l'histoire du Québec. Donc, on a été extrêmement impressionnés par ça parce que justement, c'est pas juste quelque chose qu'une personne entend, c'est on l'a entendu tous les trois et en même temps.
Puis la deuxième expérience, ça c'était pas épeurant, mais c'est vraiment la première expérience que j'ai eue d'un phénomène qu'on va appeler poltergeist. Donc poltergeist qui étant des objets qui peuvent des fois voler, là. Donc poltergeist, c'est un mot allemand là pour faire un petit peu référence à ce que c'est. Ça veut dire un fantôme bruyant. Donc, c'est une expression allemande. Donc, c'est pour ça qu'ils donnent ce nom-là à des phénomènes où est-ce qu'il y a de la télékinésie, des choses qui vont voler. On était justement à la fameuse Conjuring House à Harrisville. Et les enquêteurs qui font comme la visite guidée nous expliquaient qu'il y avait l'esprit d'un jeune enfant, Henry, je pense, Henry, qui l'attrapait souvent sur leurs appareils, puis il disait, ben vous pouvez vous adresser à Henry, il aime ça jouer, il y a des jouets dans sa chambre, vous pouvez lui parler. Puis on était en train d'enquêter au 2e étage, puis justement, je parlais avec le petit Henry, je lui disais, ben montre-moi que t'es là, etc. Puis je lui posais des questions. Puis à un moment donné, probablement qu'il est devenu un peu comme agacé, parce que quand j'ai posé des questions en lui demandant s'il était agacé, il me répondait oui sur mes appareils, mais à un certain moment donné, moi j'ai le dos tourné, puis j'entends un jouet qui tombe sur le sol. Et puis, là, évidemment, il n'y a pas personne en arrière de moi. Sheila est en avant de moi dans une autre pièce. Puis là, on fait comme, on lance pas une espèce de juron, mais une expression très, très colorée, disons, en anglais. À la québécoise. Ouais, là, c'est en anglais parce qu'on est aux États-Unis. Ah, OK. Je voulais qu'il s'adapte. L'enquêtrice qui disait en bas, est-ce que c'était humain ou c'était paranormal? C'était paranormal. Mais Sheila va pouvoir vous en dire plus parce qu'elle a vu, elle, de ses yeux, ce qui s'est passé derrière moi. Okay. Oui, tout à fait. En fait, de l'endroit où j'étais placée, j'ai de mes yeux vu le petit jouet partir de la table de chevet et être comme lancé, si vous voulez, envers Anthony. Donc, je l'ai vu. Mais évidemment, la caméra ne tournait pas à ce moment-là. Hein, comme il faut dire, en mode visite, on n'avait pas le droit nécessairement de filmer non plus parce qu'on faisait pas une enquête, c'était une visite guidée. Okay. Donc, ils nous demandaient de pas avoir d'appareil qui faisait. On pouvait capter certaines choses, là, mais ils voulaient pas qu'on fasse de film là, à l'intérieur. Fait que c'est sûr qu'on pouvait pas filmer ce qu'on a vu, mais on a été un peu récalcitrant sur certaines choses. Un peu rebelle. Un petit peu rebelle, mais c'est ça. Mais ce phénomène-là n'a pas été capté sur nos appareils. Malheureusement. Anthony, je sais pas, à Maplewood, je sais que Sheila puis moi, on l'avait entendu, oui. le rire d'enfant. Oui. Un enfant qui disait. Un petit rire d'enfant, on l'a entendu explique un peu. Ouais. Okay. Puis quand tu l'as entendu avec tes oreilles, comme ou dans ta tête? OK, c'est toujours comme si. OK. Oui, on a été, Julien et moi, on a entendu de nos oreilles un petit rire d'enfant. Et si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir le documentaire qu'on a mis en ligne sur Maplewood, parce qu'un peu plus tard dans l'enquête, on réalise qu'on était au pied, en fait, d'une tombe sur laquelle était écrit Mother, donc maman. Et on a eu l'impression là plus tard dans l'enquête que l'énergie ou l'esprit d'un jeune enfant cherchait probablement sa maman, parce que plus tard dans l'enquête sur un autre phénomène de voix électronique, on entend une petite voix d'enfant dire à plusieurs reprises maman. Oh. Donc on a pu faire des liens là intéressants à travers cette enquête là. Donc, je peux y aller peut-être avec l'expérience qui a été la plus significative pour moi. À ce jour, en fait, elle vient tout juste ou presque de se produire. Ça a été lors de notre dernière enquête privée qu'on a fait, il y a quoi les gars, peut-être 2 semaines? 2 semaines, oui. Donc, je vous passe là, tout l'historique parce que ça serait trop long, mais en fin de soirée, on était en train de procéder au nettoyage donc de la maison parce que les clients nous avaient demandé de faire en sorte que les entités quittent leur maison ou tout au moins s'apaisent. Donc, j'étais en train de fumiguer, comme on dit, avec de la sauge, tout en priant, tout en nommant certaines de leurs injonctions aux énergies, leur demandant de quitter, de laisser place aux vivants. Anthony était également présent. Julien aussi, je pense que tu étais là avec nous. Ben, tu étais là dans l'enquête, ça c'est sûr, mais je pense qu'à ce moment-là, tu étais là aussi. Oui, c'est fait. Oui, Anthony, il allait avec plus des prières catholiques de son côté. Et j'arrive dans un tout petit coin fermé. Et je continue mes injonctions et j'ai littéralement senti une très grande force pousser
contre moi, contre mon énergie, si vous voulez. C'était pas, j'ai pas été touchée physiquement, mais j'ai littéralement senti quelque chose qui m'invitait, puis pas de façon très tendre, là, à cesser ce que j'étais en train de faire. Puis contrairement aux garçons, moi, je suis pas très sensitive. C'est rare que je vais avoir des phénomènes vraiment sensitifs. La plupart du temps, les phénomènes que moi je vais vivre, c'est plus des contacts physiques. Je me fais souvent graffiner, je me fais souvent pincer, je me fais souvent tirer après les vêtements. Mais au niveau purement énergétique, c'est rare que ça m'arrive. Et à ce moment-là, je me suis mise à pleurer tout en continuant le travail que j'étais en train de faire. J'ai littéralement senti que j'étais dans un combat spirituel à ce moment-là contre quelque chose qui était relativement négatif, on va le dire comme ça. D'ailleurs, pour moi, ça a été aussi dans cette enquête-là. Dans cette enquête-là, oui, comme souvent, j'ai été physiquement, disons, atteinte. OK. Ben, ça arrive souvent, ça, quand on demande à la personne de quitter ou des choses comme ça, c'est là que les phénomènes apparaissent de ce genre-là physique. Là. Oui, oui. Parce que normalement, ils ne veulent pas trop, là. Non, puis on peut comprendre en même temps, hein, parce que bon, pour eux, ça fait pas tellement sens, là, une gang de grands escogriffes qui arrivent puis qui somme de s'en aller, de quitter les lieux, alors que pour eux, c'est légitime d'y être. Hein. D'ailleurs, ça, j'avais ressenti qu'on avait comme dérangé un petit peu, là, ces plans, là. Hein. Oui. Ça fait tard, non. Pas eux autres. C'est pour eux autres qui sont en bonne place. C'est nous autres qui ne sont pas. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est un petit peu plus dur de les faire partir. D'ailleurs, on avait entendu 2 grands coups aussi pendant le nettoyage. Ah oui, c'était une enquête assez forte. C'était ça à attendre. C'était ici au Québec? Oui. Okay. Oui, sur la rive sud de Trois-Rivières. Okay. Puis avez-vous réussi à le faire quitter? Avez-vous eu des réponses après par vos clients, comme quoi que ça savait au moins apaiser un peu? Ou? Oui, jusqu'à maintenant, les commentaires, parce que nous, c'est très important pour nous de demeurer en contact avec nos clients dans le temps, justement pour faire sûr que les résultats aussi se maintiennent dans le temps. Et jusqu'à maintenant, tout se passe vraiment très bien pour nos clients. Changement d'atmosphère majeur dans la maison. Puis des sentiments là, généraux beaucoup plus positifs là, pour la petite famille. Bon, ça c'est bien. Ça fallait le coup. Il t'a poussé, mais il est parti finalement. Oui. Ça reste du travail sur du long terme parce que oui, on peut gagner. Des fois, il faut voir ça un peu comme une guerre, des fois. Là. Puis on peut avoir gagné une bataille, puis dans quelques mois, il peut y avoir des petites manifestations. On ne le souhaite pas, on touche du bois, mais c'est souvent, on peut avoir gagné une bonne bataille, puis dans le futur, on peut peut-être avoir une autre intervention à faire, on verra à ce moment-là. Mais c'est pas. Des fois, on peut avoir gagné aussi de façon totale. Là. Ça peut être une victoire, puis on a réussi à faire la mission. Parce que nous, on n'arrive pas là pour chasser des gens de façon à être dans la confrontation. C'est qu'on leur demande. Puis dans cette enquête-là en particulier, les gens ont choisi de nous assister, de participer à la rencontre. Donc, le fait que les gens aient eux-mêmes aussi demandé d'avoir la paix, que ces entités-là puissent quitter, mais ça a encore plus de sens, beaucoup plus de puissance dans notre démarche parce que c'est pas juste quelqu'un qui mandate pour dire bon ben toi je veux que tu sortes de la maison, c'est qu'eux autres aussi ils disent on est chez nous, on veut avoir notre tranquillité, on veut avoir notre intimité. Donc ça aussi ça l'a joué pour beaucoup. Puis des fois sûrement que ça arrive aussi qu'il faut qu'ils vivent avec le phénomène aussi. Puis des fois, je sais que j'ai déjà vu ça parler comme quoi que, à un moment donné, quand ça revenait, la personne revenait pour bien gros des enquêtes, puis il revenait. Un moment donné, il fallait que la personne qui restait à cet endroit-là apprennent à dealer avec les entités pour vivre en harmonie ensemble parce que ça voulait pas quitter. Fait qu'à un moment donné, ça s'est atténué avec le temps. Puis tout ça, des fois, ça peut arriver, ces choses-là aussi. Là. On est tous nous, hein. Fait que c'est à nous autres de s'imposer. Oui. Julien marque un très bon point. Puis l'autre chose que je dirais, c'est qu'il faut jamais oublier, la plupart du temps, on va dealer avec des entités probablement qui étaient des êtres humains dans une ancienne vie. Là. On n'a jamais rien croisé qui n'était pas humain jusqu'à maintenant dans notre expérience, tant mieux. Mais ces gens-là, c'est des êtres humains qui ont des réactions d'êtres humains. Donc, quelqu'un qui rentre chez vous puis qui vient dire t'es pas chez vous, sors de là. Premièrement, comment qu'on réagirait? On se sentirait justement dans une situation où on subit une invasion. Mais l'autre chose aussi, la même façon que tu peux pas prendre un être humain vivant par le collet puis le jeter dehors de chez vous, tu peux pas faire ça non plus qu'un esprit. On peut pas forcer un esprit à s'en aller.
mais on va lui demander gentiment de cheminer vers peu importe qu'est-ce que c'est sa lumière. Est-ce que c'est la lumière pour aller dans la prochaine plaine ou peu importe. Donc, c'est pareil. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Il y a beaucoup de gens, nous, on laisse ça vraiment à leur discrétion. Est-ce que vous voulez apprendre à cohabiter avec ces entités-là ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une démarche plus de résolution ou est-ce que on leur demande de quitter? Il y a des gens, comme vous l'avez très bien dit, madame, là, effectivement, qui vont dire, ben oui, donnez-moi des trucs pour apprendre à vivre avec, puis on va s'adapter. Oui, c'est intéressant. Oui, pas mal. J'aime ça. Et surtout, là, vous, ce que vous aviez, c'est un mandat, en fait, de ces gens qui étaient dans une maison sur la rive sud de Trois-Rivières. Il y en a des maisons hantées comme ça. Est-ce que vous avez fouillé un petit peu l'histoire de cette maison-là? Qui habitait là? S'il y avait quelqu'un qui était décédé à cet endroit? Oui, tout à fait. Ben, en fait, on l'a eu facile pour cette enquête-là, du fait que les propriétaires étaient eux-mêmes là, très au courant, très au fait de l'histoire de leur maison, qui était une maison centenaire. Donc, eux-mêmes là, s'étaient beaucoup intéressés là, à l'histoire de leur demeure. Puis, on donnera pas de détails, évidemment, mais la maison étant située dans un petit village, il y avait eu accès aussi à beaucoup d'informations par les personnes, disons, plus expérimentées du village. Donc, il avait pu parler avec des personnes qui étaient là depuis longtemps, puis qui connaissaient aussi là, certaines histoires concernant la maison. Donc, oui, effectivement, il y avait eu des décès là, dans la maison, puis il y avait eu là, des histoires un peu plus là, chargés, on va dire, au niveau émotionnel, là, qui ont pu jouer, on va dire, là, sur l'état énergétique de la maison. OK. On parle peut-être d'action violente contre la personne, c'est ça? Oui, on pourrait le dire, on pourrait le nommer comme ça, oui. Oui, OK. Ouais. Il y avait des noms aussi à nous fournir, donc quand on est en enquête, c'est toujours utile d'avoir des noms d'anciens propriétaires de maisons que les autres savent qu'aujourd'hui sont décédés. Donc, ça nous permet d'interpeller ces entités-là si elles se trouvent là. Dans cette enquête particulière-là, on n'a pas eu de résultats avec d'anciens noms, mais on a eu d'autres types de résultats. Puis, il faut dire que des fois, c'est assez... c'est un jeu de chat et de la souris. Hein. Quand on arrive dans un endroit où est-ce que on a une entité qui est un peu comme en antagonisme de nous, là, est un peu contre nous. Ils ont l'avantage qu'on peut pas les voir, qu'on peut les capter sur nos appareils, mais on peut pas les voir, on peut pas les entendre de nos oreilles. Fait que quand on leur demande leur nom, ben ils vont souvent trouver des moyens détournés d'aller chercher de l'attention, mais sans se nommer. Donc, c'est pas toujours facile. Des fois, oui, on va avoir des noms, on va demander qui est là, combien de personnes vivantes sont là. Ça nous est arrivé à multiples reprises quand on pose souvent une question dans les lieux hantés. Vous êtes combien autour de nous? Puis on a des réponses intelligentes. Je vais penser, entre autres, on est allé sur le site de l'ancienne usine Belgo à Shawinigan. On est dans une pièce qui est en ruine de cette usine-là, puis on demande combien d'entités sont autour de nous, puis ça nous répond 6. Oui, et ça serait peut-être intéressant de parler, peut-être, moi je suis au courant, mais peut-être que les gens ne sont pas au courant, ceux qui nous écoutent. Comment tu réussis? C'est sûrement avec des détecteurs de champs électromagnétiques, tu réussis à avoir des réponses. Quand tu leur demandes de savoir de toucher à l'appareil, le code 2, pour savoir si vous avez, si vous êtes combien, si vous êtes une personne, approchez-vous de l'appareil. C'est comme ça que que tu reçois les réponses, en fait, là, Ben, si je peux me permettre, en fait, oui, ça peut être une méthode qui va être utilisée là, pour obtenir des réponses, oui, mais on a aussi carrément des appareils qui permettent d'entendre donc une réponse vocale. Donc, on pense par exemple à la Ghost Box, qui est un appareil là, qui va balayer de façon très rapide les ondes radio. Puis que les entités, les énergies vont pouvoir se servir dans le bruit blanc entre les stations pour venir nommer, dire un mot ou deux qui va nous permettre là, carrément d'avoir une réponse audible là, aux questions qu'on pose. Anthony aussi nous a fait venir d'Irlande un portal qu'on appelle, donc qui est un peu le même procédé, mais dans lequel a été ajouté ce qu'on appelle un reverb. Donc, ça permet encore plus d'éclaircir, si je peux dire, la voix qu'on entend. Et ça va tout couper, tout autre bruit autre qu'une voix. OK, fait que tu n'entends pas le oui, c'est ça, cette affaire-là. Donc, ça l'enlève au complet. Donc, avec ça, on peut carrément obtenir des réponses directes. Il y a aussi, évidemment, les enregistreurs vocaux, sur lesquels, des fois, on peut aller capter des voix
électronique. Donc, fait que comme ça, quand ça ne fonctionne pas, là, tu prends d'autres moyens comme le détecteur électromagnétique. D'ailleurs, quand j'étais à Montréal, l'appartement, on avait attendu comme un mois ou oui, c'est assez impressionnant. Là. Oui, on a capté de très bons PVE, donc phénomène de voix électronique. OK. On a un arsenal très, on est fiers de notre arsenal d'instruments, on en a beaucoup. Vous en avez entendu parler de quelques-uns. Évidemment, les K2. On a aussi le fameux, ce qu'on appelle un Mel Meter, qui est un détecteur de champs électromagnétiques, mais qui est coupé aussi d'une antenne, un REM-pod. Excusez les anglicismes, parce que la plupart de ces appareils-là sont de conception américaine ou même anglaise là, en Angleterre. Donc, il n'y a pas vraiment d'équivalence, il n'y a pas de noms qui ont été traduits pour ces appareils-là. Donc, ces appareils-là nous permettent d'aller chercher les variations de température, les variations de champs électromagnétiques qui sont mesurées en milligauss. Donc, quand on pense que dans une maison normale, quand on coupe le courant, on va avoir des lectures entre 0 milligauss et 0,2. On rentre dans une chambre à coucher comme on a eu dans notre enquête privée, puis qu'on tombe à 49 milligauss, ben on sait que quand c'est des lectures qui sont très, très élevées comme ça peut pas être fait par les lignes électriques dehors, ça peut pas être fait par un appareil qui fait de l'interférence à la maison. C'est pas un cellulaire parce qu'on tient pas nos cellulaires sur nous au moment de faire l'enquête. Donc, c'est nécessairement une autre source qu'on se doit d'essayer d'identifier, puis la plupart du temps, ça va être de nature paranormale. Puis, ça m'amène aussi à dire que dans notre approche, on dit toujours la même chose aux gens. Le paranormal, c'est une science d'élimination, c'est-à-dire qu'avant qu'on puisse émettre l'hypothèse ou conclure qu'un phénomène peut être de nature paranormale, on va tenter d'éliminer toute autre cause scientifique ou physique possible avant de pouvoir dire ce qu'on appelle, les Américains vont dire débunker, autrement dit, comme deviner un peu ou de déterminer c'est quoi le phénomène, puis de l'expliquer scientifiquement ou physiquement. Mais quand on n'a plus d'explication, puis qu'on dit, ben là, je suis à court d'explication, peut-être que dans 100 ans, ils sont capables, mais aujourd'hui, on n'est pas capable. Donc là, on pourra dire, on a l'impression que c'est paranormal. C'est quand même intéressant qu'avec du matériel électronique, qu'on puisse arriver à avoir des résultats comme ça, avoir des voix, avoir des champs électromagnétiques, d'avoir une impression infrarouge, etc. Vous avez actuellement combien d'appareils qui vous aident justement dans ce travail? Ouais, on a le K2, on a le Mel Meter, on a évidemment une caméra Night Vision et Full Spectrum qu'on appelle, c'est-à-dire avec la vision de nuit puis avec elle détecte finalement tous les spectres de lumière. Là. Et on a le portail, la Ghost Box, les motion balls, les boules à chat, là, les rouges. On a la Phasm caméra, qui est une caméra infrarouge. Oui. Puis Julien aussi a plusieurs pièces d'équipement qui viennent doubler ce qu'on a là aussi. Là. Fait que non, on arrive avec des bonnes mallettes. Ouais. Est-ce que vous servez je vais essayer de le dire parce que je l'ai écrit parce que est-ce que vous servez des fois de la tige de radiesthésie? J'ai réussi à le dire. non, au niveau de notre équipe. Okay. Parce que j'ai vu ça souvent, les gens ils peuvent prendre ça aussi, là. Fait non, on l'utilise pas. Par contre, dans notre dernière enquête, on a utilisé un outil avec lequel on n'était pas familier là, au niveau de notre travail, mais qui a quand même amené des informations super intéressantes. On a travaillé avec un pendule. Puis avec un cadran là, au niveau les niveaux de vibration, si je peux dire, au niveau de la maison. Okay. Donc, on a demandé au pendule de nous indiquer là, à quel niveau de vibration était rendue la maison après notre intervention. Donc, ça nous a donné un indice supplémentaire là, sur l'efficacité du travail qu'on était en train d'effectuer. Ouais. Donc, on a essayé ça sous le conseil. C'est un bel outil. Oui. Oui. Oui, c'est important, je pense, d'être bien équipé aussi, parce que pas juste avec nos ressentis, parce que des fois, quand on est c'est surtout quand on sait un peu l'histoire de la maison, tout ça, on peut se faire peut-être, tu sais, on arrive déjà avec comme des inquiétudes un peu, fait qu'au moins quand tu as les outils, c'est... Oui, d'ailleurs, on ne va jamais considérer qu'un phénomène est une preuve. Ouais. Non. On va toujours chercher à doubler, même à tripler les captations, si je peux dire, avant de venir
penser à la possibilité là, d'un phénomène. C'est-à-dire que juste un ressenti en soi, c'est pas recevable là, comme preuve. Pas plus qu'une lecture sur un K2 ou quelque chose du genre. Par contre, si on a un ressenti, une lecture sur le K2, puis un phénomène de voix électronique, ben là, on est devant quelque chose qui mérite certainement notre attention. Exact. Alors, on va passer à une autre... Ah, tu voulais parler? Ben, vas-y, Anthony. C'est juste un complément d'information. On fait actuellement aussi une formation avec un centre en recherche parapsychologique au Canada, qui est le premier organisme du genre. Puis notre instructeur nous dit, tu sais, oui, c'est le fun d'avoir des outils. On va avoir de très belles preuves avec ça quand on sait s'en servir. Mais il faut pas oublier que notre principal outil quand on est en enquêteur, c'est nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que le premier outil, parce qu'on a tout, hein, on peut capter des choses que nos appareils ne captent pas. Ça veut pas dire que c'est pas valide. On va toujours chercher à produire une deuxième preuve. Faut juste de dire, ben, j'ai un frisson, je veux voir est-ce que je suis capable d'avoir une sensation, ou est-ce que je suis capable de voir sur mon appareil qu'il y a une variation de température, est-ce que je suis capable de voir qu'il y a une variation de champ électromagnétique, est-ce que je suis capable de voir avec une caméra infrarouge dans le spectre, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé, un nombre quelque part. Mais on a nous-mêmes dans notre corps, puis je parle en pleine connaissance de cause, parce qu'au cimetière avec les Warren, je me suis mis à pleurer comme jamais j'ai pleuré dans ma vie pour aucune raison. Même si on branchait tous les appareils sur moi, on n'aurait pas pu expliquer le pourquoi. On va avoir des fois, puis comme Sheila l'a dit tantôt dans l'enquête privée, elle aussi, elle a eu une envie de pleurer. Pourquoi qu'on a ce type de ressenti-là en enquête, on ne sait pas, on n'est pas capable de l'expliquer. Il n'y a pas de cause, on n'a pas, mais c'est des choses qui vont arriver. Les appareils, c'est bien, mais nous aussi, comme enquêteurs, on a tout l'équipement qu'on a besoin sur notre corps pour être capable d'avoir ces ressentis-là. Reste après que ce que Sheila a apporté comme point est vital. Il faut aller chercher avec nos appareils des preuves qui vont venir nous indiquer qu'on n'a pas juste une sensation pour une sensation. On va documenter cette sensation-là. Super. On va passer à des annonces et on revient tout de suite après. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.